Poésie sur parole, le magazine. Un magazine aujourd'hui consacré à Mac Nabbs qui nous revient après plus d'un siècle d'absence. Ses œuvres complètes sont exhumées par François Karadec à l'Atelier des Brisants. Le macaroni. Sonnet britannique en prose. Pour avoir du bon macaroni, il fallait avoir du bon fromage. Mais pour avoir du bon fromage, il fallait avoir de bon pétrage. Et pour avoir des bons pétrage, il fallait beaucoup d'argent. Comprenez-vous? Je continue. Pour avoir beaucoup d'argent, il fallait vendre beaucoup de coton. Mais pour vendre beaucoup de coton, il fallait avoir le canal de Suez. Donc, pour avoir du bon macaroni, il fallait avoir le canal de Suez. Maurice Mac Nabbs fut dans les années 1880 l'un des piliers du Chat Noir, un cabaret de Montmartre où se côtoyaient poètes, chanteurs et musiciens. On pouvait y rencontrer Alphonse Allais, Bruant, Charles Cros, Éric Satie, Edmond Haraucourt et même, certains soirs, Stéphane Mallarmé. Dans l'ambiance électrique et éclectique du Chat Noir, on cultivait l'humour grinçant, les inventions loufoques, les acidités et les truculences, les normes et le subtil, dans un climat de totale liberté. Mac Nabbs, en ce temps-là, s'était fait un nom à Paris. Un nom que l'oubli n'a pas tout à fait recouvert, une poignée de ses poèmes et de ses chansons ayant vaillamment résisté à l'épreuve du temps. Mais tout de même, le profil du bonhomme était devenu un peu flou. Il ressurgit aujourd'hui en pleine lumière grâce à François Karadec, qui a rassemblé et préfacé les œuvres complètes de Mac Nabbs. Le livre s'intitule « Poèmes mobiles » et il paraît à l'enseigne de l'Atelier des Brisants. Les fœtus. On en voit de petits, de grands, et de semblables, de différents, au fond des bocaux transparents. Les uns ont des figures douces, venus au monde sans secousse. Sur leur ventre, ils joignent les pouces. D'autres lèvent les yeux en l'air, avec un regard assez fier pour des gens qui n'y voient pas clair. D'autres, enfin, fendus en tierces, semblent craindre qu'on ne renverse l'océan d'alcool qui les berce. Mais que leur bouche est un rictus, que leurs bras soient droits ou tordus. Comme ils sont mignons, ces fœtus. Quand leur frêle corps se balance dans une douce somnolence, avec un petit air régence. On remarque aussi que leurs nez, à l'intempérance adonnée, sont quelquefois enluminés. Privés d'amour, privés de gloire, les fœtus sont comme Grégoire et passent tout leur temps à boire. Quand on porte un toast amical, chacun frappe sur son bocal et ça fait un bruit musical. En contemplant leur face inerte, un jour j'ai fait la découverte qu'ils avaient la bouche entr'ouverte. Fœtus de gueux, fœtus de roi, tous sont soumis à cette loi et... sans savoir pourquoi. Gentil fœtus, ah que vous êtes heureux d'avoir rangé vos têtes loin de nos humaines tempêtes, heureux sans vice ni vertu, d'indifférence revêtu, votre cœur n'a jamais battu.
Et vous seul savez peut-être si c'est le suprême bien-être que d'être mort avant de naître. Fœtus, au fond de vos bocaux, dans les cabinets médicaux, nagez toujours entre deux eaux, démontrant que tout corps solide plongé dans l'élément humide déplace son poids de liquide. C'est ainsi que, tranquillement, sans changer de gouvernement, vous attendez le jugement. Et, s'il faut, comme je suppose, une morale à cette glose, je vais ajouter une chose. C'est qu'en dépit des prospectus de tous nos savants, les fœtus ne sont pas des gens mal. François Karadec, comment peut-on à la fois être né à Vierzon, porter un nom écossais et faire carrière sur la butte? Autrement dit, d'où sort MacNab quand il devient une vedette du chat noir? Bon, évidemment, s'il porte un nom écossais, c'est pas de sa faute, c'est la faute de son père. C'est la faute d'une famille écossaise qui est venue s'établir à une époque à Vierzon. Et Maurice MacNab est né, là, il est né en 1856, il est né jumeau. C'est très important, il avait un frère, Donald, qui le remplaçait quand, à l'époque où MacNab est tombé malade. C'est son frère qui le remplaçait et les gens ne s'en apercevaient pas. Il est venu s'établir à Paris. Je pense qu'il a eu cette famille devait être d'une petite bourgeoisie, il a dû avoir une assez bonne éducation, il est cultivé, il n'y a pas de doute, et il est devenu, à Paris, employé des postes. A-t-il été attiré par une vocation par les postes ou attiré par Paris? Je crois plutôt qu'il a été attiré par Paris. Il a trouvé ce travail, il a toujours été un fonctionnaire modèle et régulier. Et ce qui est quand même louable parce qu'il passait ses soirées, soit à l'origine, les premières années, dans les années 60, tout début 78-80, au quartier latin, dans un club qui était le club des hydropathes, ou bien alors aux soirées du Soleil d'Or, des choses comme ça, enfin des cafés où les jeunes gens de l'époque se disaient entre eux leurs vers ou leurs chansons. Il y avait un esprit chansonnier qui commençait à naître, et là, il se couchait forcément certainement très tard. Ensuite, quand il est arrivé d'ailleurs, oui, au Chat Noir, il n'a pas été payé parce que Rodolphe Salis ne payait pas. Il payait en liquide, c'est-à-dire qu'il payait en boc. Et il a dû là avoir des soirées difficiles qui l'ont entraîné malheureusement plus tard dans une maladie. Il a été poitrinaire, il a eu une maladie pulmonaire, on ne sait pas exactement laquelle. C'est vraisemblablement la tuberculose d'ailleurs. Il est mort très jeune, à 33 ans. Il est mort très jeune, il est mort à 33 ans. Il est mort en 1889 et 1 ou 2 ans avant, il était tellement malade que l'administration des postes l'avait détaché dans une poste à Cannes, je crois, si mes souvenirs sont bons. À Cannes, dans le fond, le climat était meilleur, mais c'était toujours le même travail de postier et le travail de nuit qui était quand même pas excellent pour quelqu'un qui était tuberculeux. Alors on a quelques portraits de MacNab, des dessins, oui, des caricatures d'époque. On a aussi pas mal de témoignages et d'anecdotes sur son compte. Quelle était son allure, son tempérament? Oui, justement, on a quelques portraits à la fois dessinés, mais aussi dans des livres de souvenirs, des gens qui ont toujours été très surpris par ce personnage barbu. Mais vous savez, ce genre de mauvaise barbe qu'il y a sur les Christ, c'est les mauvais Christ d'église. Et il était en bois. On dit qu'il était en bois, c'est-à-dire qu'il était raide, il avait des gestes saccadés, et il avait également une diction saccadée, une diction qui n'était pas toujours excellente, qui était un peu bégayante, un peu... Il paraît qu'il avait une voix de phoque enrhumé. Oui, ça je ne sais pas exactement ce que ça peut donner, mais enfin, il n'avait pas une voix excellente, il fallait quand même faire attention à ce qu'il disait. Heureusement, comme il avait des poèmes qui sont très rythmés et qui ont des rimes très riches, il devait quand même être audible. Alors, il y a chez MacNab constamment un humour, mais toutes les formes d'humour ne se ressemblent pas. Quel est l'arôme particulier de l'humour de MacNab? Alors déjà, il est né en 1856, Alphonse Allais en 1854. On voit donc que là, il y a une génération de garçons très libres,
qui ont eu 16 ans en 1870, c'est-à-dire la grande tatouille, là, et ils n'ont pas du tout, ils ont un esprit très très libre. Ils ont un esprit très libre, un esprit assez violent, à la fois certains ce n'est pas le cas de MacNab, mais certains anticléricaux, beaucoup antisémites d'ailleurs, il faut le dire. On est beaucoup anti-tout, et tout ce qu'on peut détruire, on le détruit. Et à la naissance alors de quelque chose qu'on connaissait mal, surtout dans le grand public à cette époque jusque-là, c'est-à-dire un humour noir. Un humour noir très dur. Un poème comme Les Fœtus, qui était un de ses grands succès. Quand il arrivait au Chat Noir, au cabaret, qu'il annonçait devant le public qui était assis là, Les Fœtus, ça donnait un choc. Ça donnait un choc parce que les gens se disaient c'est pas possible, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ridicule et qui avait été à la mode, faut bien le dire, derrière du Baudelaire mal digéré, la charogne et ces choses de ce genre. On disait encore ça va être encore quelque chose d'empoisonnant, surtout ce type qui avait l'air sinistre. Et ce poème qui est très prime-sautier, très gai, créait un choc. Aujourd'hui encore, je sais que j'ai vu ce poème dit par Hélène Delaveau devant un public qui en a pris plein l'estomac. C'est quand même quelque chose de dur. Il est réellement obsédé par la mort. Mais il n'est pas le seul à son époque. Il faut bien dire que justement, dans le cadre du cabaret du Chat Noir, il n'est pas le seul à avoir un humour macabre. Et cet humour macabre chez certains peut sembler artificiel, mais chez lui ou chez des gens comme Alphonse Allais ou d'autres, c'est réellement quelque chose de profond, c'est réellement de l'humour, c'est réellement une humeur personnelle. Il a des comptes à régler avec la mort, il n'hésite pas à les régler d'ailleurs. Et puis, mais il les règle à sa manière, qui est très, par exemple, la balade des derrières froids, où le derrière des femmes froid est pour lui l'image de la mort, c'est quand même très curieux, mais c'est quand même une obsession de la mort. Oui. Suicide en partie double. Dans un cabaret de Grenelle, un cabinet particulier, une jeune fille très belle soupait avec un clerc d'huissier. Après avoir mangé les huîtres, en buvant le coup du milieu, ils rédigèrent 2 épîtres, un dernier et touchant adieu. Mourons ensemble pour être heureux, la mort rassemble les amoureux. Pendant qu'à ce couple si tendre, un garçon monte le café, 2 coups de feu se font entendre, et puis un soupir étouffé. On accourt, on ouvre la porte, triste scène, horrible décor. La jeune fille qu'on emporte, en expirant murmure encore. Mourons ensemble pour être heureux, la mort rassemble les amoureux. On porte secours au jeune homme, immobile comme un paquet. Il n'est pas mort, mais c'est tout comme son sang inonde le parquet. Vraiment, dit le patron, c'est drôle, comme on se tue en ce moment. En voilà 15 à tour de rôle qui font le même testament. Mourons ensemble pour être heureux, la mort rassemble les amoureux. Maladroit s'écrie en colère le docteur qu'on a dépêché. Pourquoi faire le veau par terre quand on s'est à peine touché? C'est Hortense qu'elle s'appelle, dit en pleurant le clerc d'huissier. Je voulais mourir avec elle, la preuve en est sur le papier. Mourons ensemble pour être heureux, la mort rassemble les
Après une longue querelle, je lisais ce drama Stella. « Oh, mon chéri !» s'écria-t-elle, « faisons comme ces amants-là. C'est demain matin qu'on se noie. Faut-il qu'un amour soit profond? Je ferai la planche avec joie pendant qu'elle ira boire au fond. » Mourons ensemble pour être heureux. La mort rassemble les amoureux. Mourons ensemble pour être heureux. La mort rassemble les amoureux. François Karadec, quand on lit les poèmes de Mac Nabbs, on a parfois l'impression qu'il a préfiguré des accents, des tonalités que d'autres poètes ont exploités quelques décennies plus tard. Par exemple, il y a par moments des vers qui semblent annoncer Raymond Queneau. Oui. Ou bien on peut dire qu'il est le premier poète à intégrer une annonce publicitaire dans un poème, etc. Alors il y a d'une part ces signes avant-coureurs, et au-delà de ces signes avant-coureurs, qu'est-ce qui fait selon vous l'intérêt aujourd'hui de la poésie de Mac Nabbs ? Alors déjà, d'après ce que vous venez de citer, il y a chez lui un sens de la modernité très net, parce qu'en plus, il a écrit, dans employer des postes, ça peut être compréhensible, le premier dialogue par téléphone, par exemple. On est loin de la voix humaine de Cocteau, mais voilà, ce sont les prémices. Là, c'est la première fois qu'on écrit un poème où des gens se répondent au téléphone et ne se voient pas. Et ne se comprennent pas. Et ne se comprennent pas, naturellement. C'est la définition même du téléphone, d'ailleurs. Alors ça montre déjà qu'en son temps, il était très en avance. Des gens comme Mallarmé ne s'y sont pas trompés. Pour eux, c'était la poésie. C'était ça, la poésie. Quand on connaît bien Mallarmé, on voit qu'il est attiré par la richesse verbale, la richesse des rimes de Mac Nabbs, et la drôlerie, mais c'est la richesse. Enfin, on sent très bien qu'il est attiré par ça. Il y a beaucoup de poètes aujourd'hui qui l'apprécient beaucoup. Un de mes amis qui est Jacques Roubaud, qui a bondi de joie de savoir que les œuvres complètes paraissent, parce que c'est pour lui un des grands poètes du 19e. Les poils mobiles. Le poil, c'est l'ami qui, dans la froide chambre, triomphant des frimas, nous fait croire au beau jour. Son ardente chaleur nous ranime en décembre et sous le ciel glacé réchauffe nos amours. Le poil mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, il peut se déplacer comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la chambre à coucher. La prudence exigeant que l'on ne conserve pas de feu dans la chambre où l'on couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs. Au printemps, lorsque la pervenche fleurit bleue sous les arbres verts et que la jeune rose penche ses boutons à peine entr'ouverts, ô poil, tu n'es plus le charme de nos veilles. Il te chasse bien loin le souffle printanier et la morte saison te relègue au grenier où seul et triste tu sommeilles. Le poil mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, on peut le déplacer comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la chambre à coucher. La prudence exigeant que l'on ne conserve pas de feu dans la chambre où l'on couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs. Mais maintenant, plus de verdure, plus de soleil et plus de fleurs. Voici que revient la froidure aux pâles couleurs. Chauffez-vous, frêle parisienne, puisque le gazon n'est plus vert, tandis qu'à travers vos persiennes siffle le triste vent d'hiver. Du feu, pour que vos lèvres roses trouvent des baisers plus ardents, du feu, pour qu'en vos chambres closes, l'amour demeure plus longtemps. Le poil mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, il peut se déplacer comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la chambre à coucher. La prudence exigeant que l'on ne conserve pas de feu dans la chambre où l'on couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs.
François Karadec, tous les textes de Mac Nab, il faut le dire, ne sont pas de la même qualité. Heureusement. Et on sent que certains d'entre eux ont visiblement été composés pour la scène du cabaret. Ce sont en quelque sorte des divertissements de chansonniers. Mais il y a d'autres poèmes, en revanche, et vous faisiez allusion, qui sont de purs chefs-d'œuvre et qui n'ont aujourd'hui même pas besoin de la scène pour exister, même s'ils supportent très bien, néanmoins, la scène. Est-ce qu'on peut imaginer que Mac Nab a parfois regretté son succès au cabaret? Je dis regretté dans le sens où d'autres poètes qui fréquentaient le Chat Noir n'avaient pas que le Chat Noir pour horizon, alors qu'on a l'impression que Mac Nab, par la force des choses, était largement tributaire du cabaret. C'est peut-être d'ailleurs une des choses qu'on peut reprocher à Rodolphe Salis, à son cabaret, c'est que les gens s'y plaisaient tellement. Finalement, il finissait par lui-même par leur donner de temps en temps une pièce de 100 sous. Et je pense que c'est un garçon qui, lui, employé des postes, ayant donc ce petit supplément, n'a jamais cherché autre chose. Il n'a jamais écrit autre chose que des poèmes. Donc des poèmes, vous savez qu'on les publie à compte d'auteur. Les poèmes, c'est pas ça qui permet de vivre à un écrivain. Il n'a jamais cherché à être, comme l'a été Alphonse Allais, être journaliste, carrément. Et à devoir publier jusqu'à 3 ou 4 chroniques par semaine. Ni à faire son grand œuvre comme Mallarmé. Voilà, voilà, non plus. Oui, mais Mallarmé avait d'autres possibilités, avait quand même autre chose. Lui, il n'avait que son modeste petit pécule d'employé des postes qui ne devait pas aller très loin. Pourquoi aurait-il eu des regrets? Personnellement, moi, je pense qu'il a réalisé ce qu'il voulait. Il y a un aspect dont je voudrais que l'on parle, François Karadec, c'est la dimension sociale de l'œuvre de Mac Nab. Il me semble que le regard qu'il porte sur la société de son temps n'est pas dénué d'ambiguïté. On dit carrément qu'il est franchement réactionnaire par moment. Il est tout à fait le grand métage du Métropolitain. C'est une satire des mouvements ouvriers de l'époque. Qu'on l'ait pris de temps en temps pour une évocation révolutionnaire. C'est un contresens, hein. Non, c'est pas. Oui, mais il y a souvent des contresens de ce genre. Enfin, grâce à lui, on se souvient de Basly, de Camélina. Personne ne connaîtrait aujourd'hui s'il n'était pas dans une chanson qui date de plus d'un siècle. C'est quand même curieux. Est-ce qu'il n'a pas l'esprit d'un petit bourgeois qui se sent menacé par l'émergence des classes populaires du mouvement ouvrier? Oh, je ne sais pas s'il se sent menacé, mais enfin, il est petit fonctionnaire, mais il se moque de lui-même. Il se moque réellement parce que il est typiquement l'employé des postes, le type qu'on invite justement au bal de l'hôtel de ville. Mais lui, ce qu'il ne peut pas supporter, c'est qu'au bal de l'hôtel de ville, les petits bourgeois qui viennent là s'en mettent ramassent des cigares, se les fourrent dans les poches. Ça, il ne peut pas supporter ça. De tous les défauts réactionnaires de son temps, il n'en a qu'un il n'est pas antisémite. Peut-être parce qu'il porte un nom qui est déjà agressif à son temps, qui n'est pas rien du tout de sémite, bien sûr. Il est très curieux, il aurait pu l'être. Il faut dire qu'à l'époque, on l'était très facilement. Il faut dire qu'il est mort aussi avant l'affaire Dreyfus. On peut dire ça à sa décharge. Il n'a pas eu l'occasion. À la fin des poèmes mobiles, François Karadec, vous avez eu la bonne idée de réunir les partitions des chansons de Mac Nab. Oui. Est-ce qu'il lui arrivait de chanter lui-même ses poèmes une fois qu'ils avaient été mis en musique ? Oui, mais alors là, je n'ai pas du tout de témoignage là-dessus. Ça devait être assez bizarre, évidemment, le phoque enrhumé ou le bègue ou tout ça. Je ne sais pas du tout comment il chantait. Je suppose qu'il devait fredonner. Il y avait au Chat Noir, il y avait un piano avec Tinchamp qui était un poivreau et qui accompagnait comme il pouvait en mettant quelques notes. Je suppose que c'était comme ça qu'il devait chanter. À part le grand métage du Métropolitain, à part des choses de ce genre. L'expulsion aussi, qui sont réellement des grands classiques. Les autres peuvent tous être des poèmes récités, ils n'ont pas besoin finalement de musique. C'était hier, samedi, jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui rapplique devant le zinc. Feignant, qu'elle dit, t'as donc lâché le turban? Ouais que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du Métropolitain. Ouais que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du Métropolitain. Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À l'entrée, on donnait 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, à part 4 municipaux qui schlinguent,
et 3 cergots déguisés en Pékin. J'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. Il y avait Basili, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du parti. Ils ont grimpé tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on a entendu bastringue. C'est un mouchard qui veut faire le malin. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Il est venu pour troubler le métingue, le grand métingue du métropolitain. Moi je tombe dessus, et pendant qu'il proteste, d'un grand coup de poing, je lui renfonce son chapeau. Il déguerpit sans demander son reste, en faisant signe aux 4 municipaux. À la faveur de ce que j'étais brinzingue, on m'a collé jusqu'au poste voisin. Et c'est ainsi qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Et c'est ainsi qu'a fini le métingue, le grand métingue du métropolitain. Peuple français, la Bastille est détruite, mais y a encore des cachots pour tes fils. Souviens-toi des géants de 48 qui étaient plus grands que ceux du jour d'aujourd'hui. Mais c'est toujours le pauvre verrier qui trinque, même qu'on le fourre au violon pour un rien. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain. C'est pourtant lui qui fait tourner le bastringue, le grand bastringue du métropolitain, le grand bastringue du métropolitain. Le pendu. Un garçon venait de se pendre dans la forêt de Saint-Germain pour une fillette au cœur tendre dont on lui refusait la main. Un passant, le cœur plein d'alarme, en voyant qu'il soufflait encore, dit « Allons chercher les gendarmes, peut-être bien qu'il n'est pas mort ». Le gendarme, sans perdre haleine, enfourche son grand cheval blanc. Arrivé chez le capitaine, il conte la chose en tremblant. « Un jeune homme vient de se pendre. À son âge, quel triste sort. Faut-il qu'on aille le dépendre? Peut-être bien qu'il n'est pas mort. » L'officier, frisant sa moustache, se redresse et répond soudain « Vraiment, c'est une noble tâche que de soulager son prochain. Cependant, je n'y puis rien faire. Ce n'est pas de notre ressort. Courez donc chez le commissaire, le pendu vit peut-être encore. » Le commissaire, sur la place, se rendit, c'était son devoir. D'un coup d'œil, embrassant l'espace, il cria de tout son pouvoir. « Un jeune homme vient de se pendre. Accourons avec du renfort, emportons de quoi le dépendre. Peut-être bien qu'il n'est pas mort. » Vers le bois, on accourt en troupe, on arrive en soufflant un peu, on saisit la corde, on la coupe. Le cadavre était déjà bleu. Sur l'herbe foulée, on le couche. Un vieux s'approche et dit « D'abord, soufflez-lui de l'air dans la bouche, c'est pas possible qu'il soit mort. » Les amis pensaient « Est-ce drôle de se faire périr ainsi ?» La fillette, comme une folle, criait « Je veux me pendre aussi !» Mais les parents, miséricorde, murmuraient en pleurant bien fort « Partageons-nous toujours la corde? Elle est à nous, puisqu'il est mort. » C'était le magazine de Poésie sur parole avec François Karadec, à qui l'on doit la publication des œuvres complètes de Maurice Mac Nab à l'Atelier des Brisants. Poème dit par Jean-Luc de Baptiste. Mixage Simon Deborne. Attaché de production Xavier Carrère. Poésie sur parole André Velter, Jean-Baptiste Parra, Vanessa Nadjar.